sommes au musée d'histoire maritime de Bordeaux et nous accueillons Robert Pierron qui va nous révéler une information très importante qui a eu lieu le 21 juin 1940. Cela fait 80 ans. Il s'agit d'un paquebot et d'une histoire un petit peu compliquée qui va nous exposer. Alors Robert, je vais te présenter en 2 mots. Robert Pierron est donc un des membres fondateurs du collectif Bordeaux Marinopole, qui a comme objectif, comme tout le monde le sait, je suppose, donc de faire parler de l'histoire maritime portuaire de Bordeaux, faire vivre ce passé. Il est aussi membre fondateur donc, du musée de l'histoire maritime de Bordeaux et aussi président donc, de la commission maritime à la mémoire de Bordeaux. Donc avec ses compétences, je pense que Robert va pouvoir nous dire en 2 mots quel était le mystère de ce Massilia. Alors tout simplement, on va célébrer au mois de juin prochain, actuellement, exactement le 21, les 80 ans du départ de ce paquebot, dans un moment absolument tragique, puisque Bordeaux donc, se trouve avec le gouvernement qui est replié, l'avancée de la Wehrmacht en direction du sud-ouest, situation absolument tragique, et le paquebot Massilia va jouer un rôle à son corps défendant, si j'ose dire, dans cette aventure. Alors, ce qu'il est important de souligner, pour ne pas faire d'anachronisme par rapport à l'époque actuelle, c'est qu'à ce moment-là, Bordeaux est encore un des plus grands ports français, et que le Massilia est un symbole majeur des lignes de paquebot, puisque c'est les lignes d'Amérique du Sud. Et que Bordeaux vient de se doter depuis le 22 juillet 1933 de la gare maritime du Verdon. Il y a quelque chose comme 60 grands paquebots par an, dont le Massilia, qui font des allers-retours, en particulier avec l'Amérique latine, mais aussi les Antilles, l'Afrique et l'Océanie. Alors comment se fait-il que d'un seul coup, ce Massilia paquebot, donc, qui fait des lignes régulières vers l'Amérique du Sud, se retrouve d'un seul coup à Bordeaux et... Voilà, dans cette position. Voilà. Tout simplement parce qu'il a été réquisitionné, pour la guerre de 39-40, il a été réquisitionné par l'État, par l'armée, par la marine nationale, pour servir de transport de troupes. Rôle qu'il jouera notamment en emmenant des soldats à Narvik pendant l'hiver précédent, pour couper la fameuse route du fer, l'approvisionnement en fer de l'Allemagne. Et il est donc à disposition. Et pourquoi se trouve-t-il là avec cette possibilité d'amener des gens en Afrique du Nord? Tout simplement parce que dans le gouvernement de Paul Reynaud, il y a un déchirement qui est d'ailleurs toute l'explication du drame national français pendant la guerre et l'occupation en particulier. Les gens partisans de continuer la lutte et les gens partisans de ce qui va donner l'armistice en réalité. Et donc dans le gouvernement Reynaud, il y a cette division. Le gouvernement Reynaud tombe, mais il y a toujours l'idée de la possibilité que des parlementaires et même le gouvernement, voire le président de la République, Albert Lebrun, partent en Afrique du Nord. Ce qui ne s'est pas produit comme tout le monde le sait. Et il y a donc ce moment extraordinaire où le paquebot est toujours réquisitionné et où un certain nombre de parlementaires, alors que Philippe Pétain a été chargé de former le nouveau gouvernement, et lui n'est pas partisan de quitter la métropole, on ne va pas épiloguer sur la suite du destin de Philippe Pétain, c'est un autre sujet, à ce moment-là, il y a un certain nombre de parlementaires et d'autres personnes qui disent « non, nous voulons partir » et ils partent. Et le plus paradoxal, c'est que Darlan ne remet pas en cause, alors qu'il est le patron de la marine, l'utilisation de ce bateau. Donc ils peuvent partir en réalité. Mais en même temps, ils vont être qualifiés par toute une partie de l'opinion comme des fuyards en quelque sorte, ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est un moment extraordinairement dramatique. En plus, ça se passe au Verdon, ils sont obligés d'y aller en voiture dans des conditions rocambolesques, et parmi eux, il y a un certain nombre de figures importantes de la Troisième République, puisqu'il y a Édouard Daladier, c'est-à-dire ancien président du Conseil, qu'il y a Georges Mandel, grand ministre de l'Intérieur, et qu'il y a également plusieurs personnalités de gauche qui n'ont pas du tout envie de se retrouver dans cette situation, ainsi bien sûr qu'une cinquantaine de juifs également. Il y a en tout 127 passagers, alors que le paquebot peut accueillir 1000 passagers. Mais il y a aussi 400 hommes de troupes qu'on envoie au Maroc, qui partent au Maroc. Alors qu'est-ce qui se passe? Il part en direction du Maroc, donc Alger, Casablanca. Il était Casablanca d'Alger au départ. Mais c'est Casablanca. Casablanca. Là, c'est Casablanca. C'est Casablanca, et à ce moment-là, le général Noguès les accueille, mais entre-temps, le gouvernement a changé. Et lui, il a des ordres. Le gouvernement, comme vous le savez ensuite, va partir à Vichy, et c'est à Vichy que seront votés les pleins pouvoirs du maréchal Pétain, qui pour l'instant n'est que le dernier président du Conseil de la Troisième République. Alors parmi les personnalités de gauche, il y a Pierre Mendès France et Jean Zay, par exemple. Jean Zay qui paiera de sa vie indirectement, Mandel aussi d'ailleurs indirectement, puisqu'il sera pour d'autres raisons, et beaucoup plus tard évidemment au cours de la guerre, assassiné par la milice. Alors, ce qui est surprenant quand même, c'est que pendant ce voyage, au début de ce voyage,
après avoir peut-être affronté les risques de traverser la Gironde surveillée par les Allemands, comment se fait-il que d'un seul coup, ils apprennent une nouvelle terrifiante pour eux? Ils apprennent quoi? Ils apprennent quand même que l'armistice. Ils apprennent l'armistice, mais ils ont l'espoir, en arrivant au Maroc, en particulier Mandel, de contacter Churchill. Donc ils cherchent à contacter les Anglais avec l'intention qui est parallèle à celle du général de Gaulle, qui lui a quitté Bordeaux le 17 juin. Au passage, le 21, c'est un vendredi, c'est une fin de semaine. Et ce n'est que le 23, à la suite des tractations entre la France et l'Allemagne via l'Espagne, en réalité, c'est l'Espagne qui a servi en grande partie aux tractations diplomatiques préparant l'armistice. Ce n'est pas tellement surprenant, pour des raisons que tout le monde comprend dans le contexte politique de l'Europe du moment. C'est à ce moment-là, bien entendu, le général Noguès fait un choix décisif pour sa propre existence, puisqu'il le paiera de condamnation et du fait de rester ensuite au Portugal pendant un certain nombre d'années. Il est mort, je crois, en 1960. Le général Noguès fait le choix, le résident général, qui est le patron en même temps de toutes les troupes d'Afrique en même temps. Le général Noguès, lui, fait le choix de les empêcher de joindre Londres et au fond de tenter quoi que ce soit. Et ils sont assignés à résidence. Alors qu'est-ce qui va se passer pour eux? Certains sont faits prisonniers, d'autres sont assignés à résidence. Alors, il y a parmi les civils des gens qui vont rester sur place. Il y a des gens qui essaient de se débrouiller de façon variée. Pour le personnel politique, c'est plus compliqué puisqu'ils sont rapatriés et qu'en particulier ceux qui étaient mobilisables, type Jean Zay et Pierre Mendès France, sont considérés comme déserteurs. Parce qu'ils étaient parlementaires, ils étaient députés, mais ils sont en même temps, ils ont servi dans l'armée et ils sont toujours mobilisables et donc ils ont déserté. C'est-à-dire que ces gens qui auraient accompli un acte tout à fait légitime et légal avant le changement de gouvernement, s'il y avait eu une décision de résister, se retrouvent au contraire en situation de traître. Et il y aura le fameux procès de Riom devant le tribunal, donc dans le Puy-de-Dôme, et lors d'une évasion simulée, Jean Zay sera tué. Jean Zay est le paix de sa vie. Pierre Mendès France réussit son évasion et on le retrouve aviateur dans la RAF pendant la bataille de Londres. C'était des personnages avec des vies tumultueuses, on va dire. C'était tumultueux. Absolument. Et d'ailleurs, c'est non moins tumultueux, et c'est ce qu'on souhaite évoquer aussi à travers une conférence, et puis alors, il y a un grand colloque universitaire également qui est prévu. On compte, avec notamment Hubert Bonin, on compte évoquer tout le Bordeaux de ce moment-là, et en particulier le port, parce qu'il n'y a pas que le Massilia. Il y a un certain nombre de mouvements de navires. Il y a la Wehrmacht qui est déjà en rive droite de l'estuaire de la Gironde. Il y a même des bateaux qui seront avariés, puisqu'il y a déjà l'armée allemande est très proche. Marquet a décidé que Bordeaux était ville ouverte, ce qui n'est pas en soi une mauvaise décision, puisque la population avait doublé, qu'il y avait presque 1 million d'habitants dans les rues de Bordeaux. C'est un moment absolument terrifiant. On a des images qui montrent, il y a un dessin entre autres qui montre le pont de Pierre et qui est tout à fait significatif de cette situation. Et il y a aussi ce moment héroïque du départ du Lansquenet, qui est un bateau de guerre, un torpilleur ultramoderne, au chantier de la Gironde, et qui arrive à partir inachevé, et qui lui rejoint aussi le Maroc. Donc c'est quand même un moment absolument extraordinaire, avec un personnel et des militaires qui étaient déjà à bord, qui eux partent au Maroc, à bord du Lansquenet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on s'est fuyard ou patriote héroïque? Est-ce que l'Assemblée nationale en 2000 n'a pas statué sur un petit peu cette... Absolument. Le statut leur a été accordé reconnaissant que leur acte était un des premiers actes de résistance, en définitive. Je crois que ça s'est passé en l'an 2000, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont été reconnus comme étant, parallèlement à ce qu'avait fait le général de Gaulle, par exemple, parallèlement à d'autres actes un peu partout en France, un certain nombre de gens qui n'acceptaient pas la défaite. Alors Robert, si je comprends bien qu'avec la pandémie, on n'a pas pu faire ce que tu souhaitais, c'est-à-dire faire une conférence, mais j'espère qu'on va pouvoir la faire au mois de septembre. Alors bien sûr, nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre ou au mois d'octobre pour une conférence. Et alors beaucoup plus tard, il y aura le grand colloque universitaire, donc c'est pas étonnant, j'écris le chapitre sur le Massilia. Alors il y a un certain nombre de choses tout à fait étonnantes sur ce Bordeaux, de ce moment tragique de juin 1940, qui est un moment absolument incroyable. Ben, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur le Massilia et le mystère de ce départ, qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Merci, à bientôt. À bientôt.